Panique dans les marais. Des blogueurs pro-russes ont annoncé l'annulation possible du défilé de la victoire à Moscou à cause de nouveaux missiles ukrainiens. L'Iran n'enrichira plus d'uranium, les États-Unis vont extraire et évacuer toute la poussière nucléaire. Trump rêve d'une coopération étroite entre les États-Unis et un Iran qui aurait connu un changement de régime. La question est de savoir si l'Iran lui-même est au courant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a soutenu le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et s'est adressé à la Russie. Le camp de Poutine a déclaré vouloir des négociations sur l'Ukraine après le cessez-le-feu en Iran. Le parti d'opposition TISA pourrait obtenir 2/3 des sièges au Parlement hongrois. Viktor Orban osera-t-il instaurer l'état d'urgence dans le pays et reporter les élections législatives? De tout cela et bien plus encore. Parlons-en en détail dès maintenant. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette émission. La direction principale du renseignement d'Ukraine a mis hors service le ferry russe Slavianin par des frappes de drones, lequel servait l'armée d'occupation en Crimée occupée. Le renseignement militaire a déclaré que ce ferry jouait un rôle clé dans l'approvisionnement du contingent russe en Crimée occupé en matériel et munitions. Les forces de drones ukrainiennes ont aussi frappé le terminal pétrolier de Théodosie et de Gvardeyskoye sur la péninsule occupée par la Russie. Les militaires soulignent que l'ennemi y stocke des carburants et lubrifiants pour ravitailler ses troupes. Les opérateurs de l'unité RAID ont frappé des dépôts de drones et un centre de préparation au vol à Stepne. C'est dans la région de Donetsk, temporairement occupée. Un dépôt de munitions a aussi été touché près d'Ouralo-Kavkaz, dans la région de Louhansk, occupée. Entre autres, les soldats ukrainiens ont frappé une station de renseignement électronique près de Novo-Ozern et un site de missiles Bastion près de Sofivka, en Crimée occupée. L'Ukraine a dépassé la Russie en nombre de drones engagés dans des attaques aériennes. Le port pétrolier d'Oust-Louga brûle encore dans la région de Leningrad et en Crimée, l'Ukraine a détruit un avion amphibie russe coûteux. Le fleuron de la flotte de la mer Noire, la frégate Amiral Makarov, a été détruit par un drone ukrainien. Il était à quai dans le port de Novorossiysk. Le navire servait à lancer des missiles Kalibr sur l'Ukraine et était le fleuron de facto de la flotte après la perte du croiseur Moskva. Eh bien, désormais, il semble que l'amiral Makarov ne tirera plus aucun missile calibre. C'est un succès majeur et important pour les forces ukrainiennes, ainsi qu'un coup dur porté au potentiel offensif de missiles des troupes russes. L'état-major ukrainien a aussi annoncé avoir touché un avion amphibie de lutte anti-sous-marine B-12 sur l'aérodrome de Katcha. La direction principale du renseignement a ajouté que l'avion amphibie B-12 Chaika était équipé de tout le nécessaire pour l'amarrage et la conduite d'opérations de lutte anti-sous-marine. Ce n'est pas seulement l'armement coûteux, mais la source principale de revenus du trésor russe qui souffre des drones ukrainiens. Depuis déjà 2 semaines, les frappes contre les raffineries de la mer Baltique ne cessent pas. C'est l'enfer là-bas, le carburant coule à flot. À Oust-Louga, ils n'ont pas le temps d'éteindre et de réparer car les drones arrivent pratiquement 24 heures sur 24. Et par conséquent, ils bloquent l'expédition de l'or noir. Des rapports indiquent qu'à Oust-Louga, le chargement de pétrole et de produits pétroliers a recommencé. Un pétrolier est arrivé, il était en train de charger, etc. Mais cette nuit même, la nuit dernière, on a appris que la joie fut de courte durée à Oust-Louga, car une nouvelle attaque de drones a eu lieu. En plus des ports d'Oust-Louga et de Primorsk, une frappe a touché le terminal pétrolier Cheskaris à Novorossiysk. À la suite de la frappe, 6 des 7 postes de chargement servant au transfert du pétrole des navires ont été endommagés. Ce terminal est l'un des plus grands complexes de transbordement de pétrole et de produits pétroliers du sud de la Russie. Et il fournit du carburant au groupement des forces russes en Ukraine. Le SBU travaille systématiquement à réduire le potentiel militaire, économique et logistique de l'ennemi.
Ces opérations se poursuivront tant que la Russie ne cessera pas son agression contre l'Ukraine. Chaque frappe de ce type sape la capacité de l'ennemi à financer la guerre et à ravitailler ses troupes. En fait, les frappes ukrainiennes sur les plus grandes raffineries russes ont stoppé l'exportation de pétrole et donc les revenus du Kremlin. La Russie exporte environ 250 millions de tonnes de pétrole par an chaque année et entre 100 et 130 millions de tonnes de produits pétroliers dérivés. Prenez Cheskharis, sa capacité maximale est de 75 millions de tonnes. Primorsk sur la Baltique, dont on parlait tout à l'heure, 74 millions. Et Oust-Louga, qui a été la cible d'une nouvelle frappe cette nuit, représente environ 30 millions de tonnes. Si ces 3 ports de la mer Baltique sont mis hors service, 2 et 1 en mer Noire, eh bien, environ la moitié des exportations de pétrole russe se retrouvent pour un certain temps à l'arrêt. Ces derniers temps, les forces ukrainiennes attaquent la Russie bien plus efficacement, bien plus que ne le fait l'armée russe. Selon les données officielles, la défense russe a intercepté en mars 7440 drones ukrainiens de divers types. On ignore combien ont atteint leur cible. De son côté, la défense ukrainienne a abattu 5935 Shaheds et autres types de drones. Cela représente un taux de réussite de 89,8%, ce qui signifie que pour la première fois, l'Ukraine a pris l'initiative. Auparavant, le nombre d'attaques de drones était considéré comme un avantage majeur de l'armée russe. Désormais, l'industrie ukrainienne a comblé son retard de production et ses frappes sont si efficaces et massives que le Kremlin ne sait plus comment les arrêter. Le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth a déclaré qu'une trêve avec l'Iran n'impliquait aucune concession sur l'armement de Téhéran. Selon lui, la condition de la paix est l'abandon total par l'Iran de l'arme nucléaire. Il a souligné que l'Iran ne devait, sous aucun prétexte, obtenir un arsenal nucléaire. Hegseth a noté que les sites nucléaires iraniens sont sous surveillance aérienne constante et a rappelé que le président Trump a été clair dès le début, il n'y aura pas d'armes nucléaires iraniennes. De plus, le chef du Pentagone a affirmé que l'Iran ne devait plus pouvoir produire de missiles, de lanceurs ou de drones. D'après lui, les usines concernées ont été rasées. Mais y aura-t-il vraiment une trêve et un cessez-le-feu après de telles déclarations du Pentagone? Nous en doutons fort. Les pays du Golfe signalent déjà des frappes iraniennes, malgré la trêve de 2 semaines conclue quelques heures plus tôt entre les États-Unis et l'Iran. Les frappes sur les pays du Golfe ont eu lieu après que les médias d'État iraniens ont dénoncé des attaques ennemies matinales, peu après l'entrée en vigueur de la trêve avec les États-Unis. On rapporte également qu'Israël a frappé le Liban. En 10 minutes, les forces israéliennes ont frappé environ 100 cibles à Beyrouth, dans la plaine de la Bekaa et au sud du Liban. Et l'on apprend que l'Iran a de nouveau interdit le passage dans le détroit d'Ormuz, invoquant une violation de la trêve par Israël. C'est ce qu'a rapporté l'agence Fars. Le mécontentement de la République islamique a été provoqué par les frappes de l'État hébreu contre le Hezbollah au Liban. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a soutenu le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et s'est adressé à la Russie. Je cite, « Nous soutenons le calme au Moyen-Orient et dans le Golfe, car il ouvre la voie au travail diplomatique. » L'Ukraine le répète à la Russie. « Nous sommes prêts à la réciprocité si les Russes cessent leurs frappes. » Il est évident pour tous qu'un cessez-le-feu peut créer les conditions propices à un accord, a déclaré le président ukrainien. L'entourage de Poutine a aussi affirmé vouloir des négociations sur l'Ukraine après le cessez-le-feu en Iran. Mais les actes du Kremlin et de ses complices prouvent le contraire. Loukachenko aide déjà Poutine à terroriser les Ukrainiens. Au moins 4 sites de lancement de drones sont en construction en Biélorussie, ce qui permettra aux drones ennemis d'atteindre les villes ukrainiennes bien plus vite. Le régime de Poutine prépare une nouvelle base pour frapper l'Ukraine. Cette fois-ci, depuis le territoire biélorusse. Il ne peut y avoir de temps de paix, Pavel. Nous nous préparons à la guerre. Moscou prévoit de déployer des bases de drones à longue portée en Biélorussie. Une mesure qui pourrait réduire le temps de réaction de la défense aérienne ukrainienne et changer la donne. La Biélorussie n'a jamais été aussi prête pour la guerre qu'aujourd'hui. En 31 ans de pouvoir, Loukachenko n'a jamais autant investi dans le développement du secteur militaire en Biélorussie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que la semaine dernière, la Russie a lancé environ 400 drones et des dizaines de missiles sur l'Ukraine. L'attaque principale a visé les infrastructures civiles.
Il y a des morts et des dizaines de blessés. Poutine n'est pas en mesure d'agir et son armée d'occupation ne peut mener aucune offensive, c'est un fait. L'armée de Poutine n'a absolument aucun potentiel offensif. Poutine et son commandement se sont entièrement tournés vers des frappes sur les villes paisibles d'Ukraine. Et ce n'est qu'une partie d'une stratégie plus vaste. Après l'attaque massive du 24 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que Moscou prépare une nouvelle escalade. Nous avons des informations claires selon lesquelles la Russie prévoit de déployer d'autres stations de contrôle de drones à longue portée en Ukraine occupée et 4 stations en Biélorussie. Nous réagirons en conséquence. Si la Biélorussie servait autrefois de simple couloir de guerre, les masques sont désormais tombés. Minsk s'enfonce dans le conflit, passant d'une zone de transit à une véritable base arrière russe pour frapper l'Ukraine. Depuis 2022, des troupes sont entrées par ici. Des missiles ont été tirés et l'offensive sur Kiev a commencé. Et apparemment, le dictateur moustachu est prêt à exposer ouvertement la Biélorussie à des frappes directes. Pour l'Ukraine, ce sont de nouveaux risques, et le facteur clé ici est la distance. La distance la plus courte entre Kiev et la frontière russe est de 200 à 250 km. C'est un temps précieux pour la défense aérienne ukrainienne. Mais si des sites de lancement apparaissent en Biélorussie, la distance sera réduite à environ 100 km. Cela réduit le temps de détection, le temps de réaction, et augmente considérablement le risque de percée de la défense anti-aérienne. Et dans une telle configuration, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est menacée. Les risques se rapprochent rapidement des frontières de l'OTAN. La Russie est une société civile dévastée qui n'est tournée que vers la guerre, et ce n'est qu'avec la guerre que la Russie et ses dirigeants peuvent subsister avec succès. On peut parler de guerre, bien sûr, mais il est évident que tous les experts s'accordent à dire que la Russie sera absolument incapable et totalement inapte à mener, de quelque manière que ce soit, une guerre d'envergure importante contre les forces européennes unies, quelles qu'elles soient. La seule chose dont Poutine soit capable aujourd'hui, c'est la déstabilisation. Mais même cela devient difficile à réaliser. Parallèlement, face aux échecs sur le front, le Kremlin mise sur ce qu'il fait de mieux, l'intimidation. Et la Biélorussie devient un instrument clé dans cette stratégie. Une plateforme à partir de laquelle on peut accentuer la pression et élargir la zone de menace. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, lors d'une visite en Hongrie, a déclaré qu'il jugeait inopportun les marchandages entre l'Ukraine et la Russie pour quelques kilomètres carrés, laissant entendre clairement que Kiev devrait faire des concessions territoriales. J.D. Vance a aussi affirmé que le premier ministre hongrois Viktor Orbán a aidé l'Amérique à comprendre ce qu'il faut à l'Ukraine et à la Russie pour la paix. Eh bien sûr, qui d'autre que M. Orbán aurait pu leur expliquer cela? Pourtant, malgré tous les efforts pour maintenir Orbán au pouvoir, sa situation ne cesse de se dégrader. Le parti d'opposition TISA pourrait obtenir les 2/3 des sièges au Parlement hongrois. C'est ce qu'indique le dernier sondage de l'agence Médian. À Budapest, on craint déjà que, dans ces conditions, Orbán n'instaure l'état d'urgence en Hongrie et ne reporte les élections législatives. Voyez les détails dans ce reportage. Viktor Orbán continue de saboter les élections en Hongrie. L'histoire du faux sabotage du gazoduc par l'Ukraine n'a pas fonctionné. Alors maintenant, il mise sur l'état d'urgence dans le pays et le report du scrutin. Entre-temps, même le vice-président américain J.D. Vance est arrivé pour soutenir Orbán dans son agonie électorale. D'ailleurs, c'est une première dans l'histoire de la Hongrie. Il a également tenté de rallier les derniers électeurs indécis du côté du Premier ministre actuel, en s'exprimant lors d'un rassemblement en sa faveur. Les analystes estiment que cela pourrait fonctionner en partie. C'est aussi très intéressant de voir à quel point cet électorat hésitant soutiendra la vision du président Trump, oui, de voir Orbán poursuivre son mandat de Premier ministre. Parce qu'on a remarqué, par exemple, il y a déjà eu un précédent l'année dernière quand les États-Unis ont soutenu Javier Milei en Argentine. C'était lors des élections législatives de mi-mandat et il y a progressé, renforçant ainsi ses positions. Cependant, Moscou apporte une aide bien plus importante à Orbán.
Là-bas, on est prêt non seulement à militer, mais aussi à agir. Le résultat, selon les analystes, est cette tentative de sabotage du gazoduc. Et maintenant, des efforts pour saboter les élections en général. L'arsenal peut être assez vaste. La question est la suivante. À quel point la société hongroise y croit-elle ? On voit bien que, dans l'ensemble, beaucoup de ces choses sont cousues de fil blanc, c'est flagrant. Vu que des conseillers russes travaillent sur la campagne d'Orban et que l'écart se creuse, c'est aussi assez révélateur. Orban voit aussi les sondages, il devient donc chaque jour plus dangereux, expliquent les experts. Il n'a plus grand-chose à perdre désormais. Alors qu'il ne lui reste que quelques jours, l'équipe du Premier ministre hongrois pourrait commettre n'importe quel excès. Pour Orban, ces élections sont une question de vie ou de mort. Pendant tout ce temps où il a été au pouvoir, étant donné que il lui était sans doute difficile d'imaginer qu'il serait un jour remplacé. Il a manifestement baissé sa garde. Beaucoup parlent de peines de prison réelles qu'Orban pourrait encourir pour ses malversations durant son mandat. Principalement liées au financement provenant du Kremlin. Bloomberg a ajouté hier un nouvel exemple de la servilité d'Orban envers Moscou. Des journalistes ont vu la transcription d'un appel avec Poutine, où Victor se disait prêt à tout pour l'aider en Ukraine. Il s'est même comparé au rat de la fable qui aide le lion à sortir de sa cage. Selon la transcription, cela a fait rire Poutine, et l'info a fait chuter encore plus la cote d'Orban. En Hongrie, les sociologues disent que cela annonce non seulement un nouveau Premier ministre, mais la fin du système bâti par Orban depuis 16 ans. Certains analystes y voient aussi un intérêt accru des États-Unis pour la Hongrie. Vu les accords sur le gaz liquéfié, la visite de Vance pourrait traduire la volonté de sécuriser les contrats, peu importe si le pouvoir change dans le pays. Trump, qui critique également l'Union européenne, a pris la décision d'occuper le créneau que la Russie occupait auparavant. Je n'exclus pas que, même en cas de changement de pouvoir, ce mécanisme de livraison d'énergie américaine, qui remplace désormais celle de la Russie, soit probablement maintenu à l'avenir. C'est crucial alors que les prix du pétrole et du gaz grimpent à cause du conflit au Moyen-Orient. Quant aux citoyens ordinaires, ils semblent avoir enfin tout compris. Les promesses d'Orban, alors jeune, et du Fidesz ne se sont pas réalisées en plus de 15 ans. Et sur certains points, la situation n'a fait qu'empirer. Surtout en ce qui concerne l'état de droit et les droits de l'homme. On sait que la réforme judiciaire là-bas la réforme judiciaire est en pause. La réforme des droits de l'homme fait aussi l'objet de très vives critiques actuellement. Et aujourd'hui, parmi les 27 pays de l'Union européenne pour la corruption, la Hongrie est à la dernière place. Les Hongrois, qui connaissent bien la corruption, ont une chance de changer de vie. Reste à savoir s'ils le voudront, nous le verrons dès le 12 avril. Encore une horreur dans les marécages. À Matroskaya Tichina, Jakub Zoni Yusuf Zoda, condamné à perpétuité pour l'attentat du Crocus, s'est suicidé. Le même jour, un autre suspect, Zabrail Oshev, a également tenté de mettre fin à ses jours. Nous vous donnerons tous les détails dans notre prochain reportage. Nuit au centre de détention moscovite Matroskaya Tichina, cellule sous surveillance constante. Le régime est l'un des plus stricts. Mais c'est ici que s'achève la vie d'un homme condamné à passer derrière les barreaux tout le reste de cette fameuse vie. Le 6 avril, les gardiens ont trouvé Jakub Zoni Yusuf Zoda dans sa cellule avec des signes de suicide. Ils ont tenté de le sauver. D'abord sur place, puis à l'hôpital. La réanimation a duré plusieurs heures. Sans succès. Yusuf Zoda avait environ 37 ans. C'est l'un des suspects de l'affaire retentissante de l'attentat du Crocus City Hall. Ni tireur, ni assaillant, mais selon l'enquête, l'homme par qui l'argent transitait. En vertu de l'article 222, partie 4 du Code pénal russe, 11 ans et 11 mois de prison pour Medjoun Sariev. Peine finale de réclusion à perpétuité, les 12 premières années en prison, le reste en colonie pénitentiaire à régime spécial avec une amende de 2 700 000 roubles. L'enquête affirmait que c'est lui qui transférait les fonds aux auteurs de l'attaque. Cet argent servait aux préparatifs, notamment à la location d'un logement à Moscou. De plus, certains transferts auraient été effectués après l'attentat lui-même. Yusuf Zoda lui-même n'était pas à Moscou lors de l'attaque, il vivait à Sotchi. Peu avant l'attentat, il a tenté de s'envoler pour l'étranger, vers la Turquie. Après son arrestation, la mesure de détention a été discutée.
La défense a demandé une option plus clémente, mais le résultat a été maximal. En réalité, aucun d'entre nous, représentant des victimes, n'a vu de remords sur leur visage. Ils ont essayé d'échapper à la peine maximale. Ils ont tenté d'alléger leur sort d'une manière ou d'une autre. Ils disaient « Nous demandons de la clémence ». Monsieur le juge, faites preuve de clémence envers nous. Mais quand vous tiriez, brûliez, égorgiez, les gens demandaient grâce, disaient « Arrêtez ». Eux ne l'ont pas fait. Ils n'ont accordé aucune clémence. En mars 2026, le 2e tribunal militaire du district ouest rend son verdict, la prison à perpétuité. Et comment dire à quel point il se repentait? Il lisait tout sur une feuille. Tout était préparé sur papier. Il lisait tout. Seuls les complices se sont exprimés avec plus d'émotion, de façon plus réaliste. Ils ont commencé à pleurer. Malheureusement, Islomov s'est mis à sangloter. Mais honnêtement, en tant que victime, nous ne croyons pas à ces paroles, car les crimes sont manifestement atroces. Au total, près de 20 personnes sont impliquées dans cette affaire. En mars 2026, les 4 auteurs directs de l'attentat et 11 autres prévenus, considérés comme complices, ont été condamnés à perpétuité. 4 autres accusés ont écopé de peines allant de 19 ans et 11 mois à 22 ans et 10 mois de colonie pénitentiaire. Mais quel repentir! Nous tous, les victimes comme les proches des défunts, ressentons la même chose, à savoir que ces gens-là ne peuvent même pas être qualifiés d'humains. À la même période, des informations circulent sur un autre prévenu, Jabrail Aouchev. Condamné pour trafic d'armes, il a également tenté de se suicider dans un autre centre de détention. Il a pu être sauvé. Cependant, les services pénitentiaires ne confirment pas publiquement ces données. Medov et Aouchev affirment qu'ils ont juste vendu des armes, sans savoir ce qu'ils allaient en faire. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Comment pouvaient-ils l'ignorer? Tout le monde comprenait parfaitement. Leur culpabilité est prouvée pour chacun d'entre eux. L'affaire de l'attentat du Crocus City Hall reste l'une des plus vastes de la Russie moderne. L'attaque elle-même a eu lieu en mars 2024. Des hommes armés ont ouvert le feu sur le public de la salle de concert avant d'incendier le bâtiment. Des dizaines de personnes ont péri. Aujourd'hui, cette affaire revient sur le devant de la scène, mais plus pour les condamnations. Les autorités russes pourraient annuler le défilé de la victoire du 9 mai à Moscou et Saint-Pétersbourg à cause des nouveaux missiles ukrainiens à longue portée. C'est ce que rapportent désormais les blogueurs pro-guerre. Écoutez ce qu'ils écrivent. Imaginez le défilé, garde à vous, fixe, et soudain, une alerte aux missiles est annoncée. Que se passera-t-il sur la place et aux alentours? Ce serait un coup médiatique majeur, même si rien n'atteint sa cible, a déclaré le blogueur militaire Ilya Toumanov sur Soloviev Live. Selon lui, la partie aérienne du défilé a déjà été annulée. De plus, une répétition de la partie terrestre devait avoir lieu ce dimanche 5 avril, mais les militaires ont reçu l'ordre de regagner leur base jusqu'à nouvel ordre. Toumanov suggère que les événements pourraient être reportés comme en 2020 lors de la pandémie. Pendant ce temps, le Kremlin reste évasif sur l'annulation du défilé. « Nous préparons les célébrations », a déclaré Peskov, le porte-parole du président. Il semble que même la nature se venge de la Russie de Poutine. Fin mars, une inondation massive a frappé le Caucase du Nord. Au Daghestan et en Tchétchénie, des maisons, des routes, des ponts et des voitures ont été emportés. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité, sans chauffage et sans réseau. Tandis que les autorités décrétaient l'état d'urgence et promettaient des aides, les habitants s'entraidaient, sauvant enfants, bétail et ce qui pouvait l'être. Nous allons maintenant détailler la situation dans ces régions. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Ukraine Today. Le Daghestan, vengeance de la nature ou indifférence totale des autorités russes? Quel malheur! 21e siècle. Depuis plus de 10 jours, le Daghestan et la Tchétchénie subissent les conséquences des pluies records du 28 mars. Et ce n'est pas que le gouvernement ne fait rien, ils ont juste une excuse en béton. C'est la nature, on n'y est pour rien. Pourtant, tout est sous contrôle, comme d'habitude, mais ça ressemble à un énième rapport pour Poutine. À ce jour, la situation au Daghestan reste sous le contrôle de toutes les autorités. Pendant ce temps, dans la République, ni électricité, ni eau, ni réseau. Et les pauvres Russes sont obligés de céder eux-mêmes. Aidez-nous à évacuer nos proches. Nos camions Kamaz, beaucoup s'embourbent, ils ne peuvent plus sortir. Et bien sûr, il y a les appels vidéo naïfs des habitants aux autorités. Il s'avère que de telles pluies anormales ne justifient même pas l'état d'urgence.
On se demande bien pourquoi. Même les députés régionaux ont affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'instaurer l'état d'urgence. Certains districts ont reçu une petite aide pour leurs pertes matérielles, au compte-gouttes. C'est pourquoi nous demandons que notre district de Bouïnaksk soit aussi déclaré en état d'urgence. Ah, voilà le fin mot de l'histoire. Il s'agit d'obtenir une certaine aide financière, sans doute. En réalité, divers mécanismes s'activent, notamment si, par exemple, les biens étaient assurés. Cela peut être considéré comme un cas de force majeure et ainsi de suite. Il faut donc examiner pourquoi les autorités craignent de déclarer l'état d'urgence ou même de catastrophe. Pendant ce temps, au Kremlin, c'est le silence radio. Rien d'étonnant à cela. Poutine espérait sans doute que ça passerait. Mais c'était sans compter sur la suite. Le barrage du réservoir de Nakhitchev a également cédé. Pour ainsi dire, voilà le résultat. Le boomerang de Kakhovka. Mais apparemment, ce qui a le plus surpris le chef du Daghestan et le maire de Makhachkala, c'est cette maison en ruine, car c'est ce qu'ils sont venus voir. Mais le plus intéressant, c'est l'allocation du budget pour la région. Il y a 3 ans, le chef du Daghestan annonçait joyeusement l'allocation de la plus grosse somme de financement, 12,5 milliards de roubles. Mais où est donc passé tout cet argent ? Certainement pas dans le renforcement et la modernisation de la ville. Rien n'a été fait. Et par conséquent, si quelque chose a été fait, c'était sur le papier, ce qui signifie qu'une fois de plus, l'argent a fini dans les poches des fonctionnaires et en réalité, la région n'était absolument pas prête pour la situation critique qui s'est produite. C'est-à-dire rien du tout. Ni les égouts pluviaux ne sont réparés, ni la digue n'est renforcée, bref, rien n'a été fait. Bon, d'accord, peu importe si des maisons sont détruites, mais l'infrastructure critique. C'est sûrement une toute autre affaire. Ou peut-être pas. Dans les sous-stations qui alimentent presque la moitié de Makhachkala, il semble qu'aucune mesure n'ait été prise non plus. Ils auraient au moins pu mettre des sacs de sable, enfin. Tout dans la Russie d'aujourd'hui se fait, pardonnez-moi, n'importe comment. Ouais, on ne va pas le nommer. Tout le monde comprend lequel, par le cul. Parce que le gouvernement ne se soucie que de la guerre et tout l'argent va à la guerre. De plus, il s'inquiète un peu de limiter la diffusion de l'information et de fermer Internet. Voilà les 2 préoccupations qui occupent le pouvoir. Pour les gens, nous le redisons, Poutine se fiche complètement des gens. Absolument. Poutine s'est réveillé. Ou alors il a fait semblant de dormir tout ce temps. Le maître du Kremlin s'est enfin occupé du Daghestan. Et très sérieusement même. Il a reçu des rapports par téléphone sur la situation dans la région. Pourquoi maintenant c'est clair? Parce que c'est la 2e fois que ça frappe. Oui, et il y a des pertes humaines. Et il fallait bien dire quelque chose, n'importe où. Oui. Et comme on dit, si cela est suivi par la démission du chef du Daghestan, c'est une sorte de préparation de l'opinion publique pour montrer que Poutine est là, qu'il veille, qu'il dirige. Si vous pensiez qu'il se cachait dans un bunker, ce n'est pas le cas. Et il ne s'agit pas ici d'une vengeance de la nature pour la guerre sanglante déclenchée contre l'Ukraine, mais du fait que le système lui-même est incapable de gérer même les tâches les plus élémentaires.